Hope, l'espoir, hein, une photographie que j'avais faite à New York en 2018. Un immense orage s'était abattu sur la ville. C'était au mois de mai, c'était assez magique. Voilà. Aucune armée en marche ne pourra arrêter le printemps. Aucune armée, virgule, en marche. La République en marche, virgule, ne pourra arrêter le printemps. Alors, on reprend sur la façon dont la tragédie oedipienne, la peste qui s'abat à Thèbes, peut nous éclairer sur notre situation actuelle en France avec le coronavirus et ce mécanisme de l'hubris, c'est-à-dire la démesure qui provoquait eh bien, la tragédie dans le monde grec, cette rupture d'équilibre de l'homme par rapport à son milieu. Et ça, c'est quelque chose qui est universel. Voilà. Donc je vais un petit peu m'attarder sur ça parce que c'est capital. Pour résumer, on peut dire que les sociétés traditionnelles, antiques, sacrifiaient ou rendaient leurs désirs sacrés en accord avec l'ordre du monde. Alors que nous sacrifions l'ordre du monde à notre désir. C'est-à-dire que c'est notre désir qui est un ordre, et ce désir eh bien, crée le désordre et crée le chaos. On passe du cosmos au chaos, et normalement ce qui ordonne le chaos, aux origines de la pensée grecque, ce qui ordonne ce monde indifférencié, eh bien c'est le logos. Le logos, c'est la parole, mais c'est une parole qui est raisonnable, qui est rationnelle, qui est une parole de savoir, mais qui n'est pas le nomos, qui est le nom qu'on donne aux choses, ou la loi. C'est une parole, le logos, qui est profonde, c'est un discours. Aujourd'hui on dit que c'est une science, mais non, c'est un discours rationnel, raisonnable, et le discours rationnel et raisonnable ne se confond pas forcément avec les sciences dures, dans lesquelles, comme dans les idéologies, il y a énormément d'aveuglement. Et ça nous renvoie à Oedipe qui se crève les yeux. Alors, j'ai parlé donc de la façon dont on inversait le processus du bouc émissaire dans la société actuelle, c'est-à-dire qu'il y a une démesure qui est créée par un système tenu par des gens qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir, qui font l'opinion, qui font les décisions internationales, et ce système mondialisé qui est né au cours de la société industrielle, etc., progressivement, hein, qui est, voilà, avec le colonialisme, mais qui existait aussi dans n'importe quelle vision impérialiste, totalitaire, et puis où on se donnait le droit de jouir comme on voulait du monde. Hein. Tout système qui donne ça, qui prétend ça, donne lieu à l'hubris, à la démesure. Et donc on a mis la planète à genoux, on a créé de nouvelles pestes, vaches folles, grippe aviaire, grippe porcine, coronavirus, à chaque fois parce qu'on a torturé les animaux pour nous en nourrir, alors qu'on n'a pas besoin de tout ça, hein, soi-disant on nourrit la planète, mais on voit bien qu'il y a énormément de gaspillage, et c'est au prix d'une souffrance terrible, d'un empoisonnement de la Terre, d'un empoisonnement de l'humanité, et au prix aussi de beaucoup de souffrance pour ceux qui travaillent dans ce genre d'élevage industriel, parce que ça les détruit intérieurement, en plus de détruire leur terre. Donc il y a un mécanisme d'hubris, de démesure, à l'échelle d'une société entière, et le pouvoir responsable de cette hubris, de cette démesure, au lieu de se remettre en question, eh bien il va jeter la responsabilité sur la population. Hein. Cette culpabilité constante, on la projette sur l'autre, c'est la paranoïa, où on a peur de reconnaître en l'autre ce qu'on voit chez soi, la conséquence de nos propres actes, et donc on va mettre le monde comme ça, entier, sous un système de contrôle, pour ne pas que la vérité nous revienne à nous. Voilà. Et dans cette situation de confinement, hein, qui s'apparente à une dictature, à ce qu'ont pu connaître les pays de l'Est ou d'autres formes de dictature, eh bien, il y a le risque, je le dis, du syndrome de Stockholm. Bon, le syndrome de Stockholm, c'est relativement connu, mais je rappelle ce que c'est. Ce sont les personnes qui ont été enlevées, séquestrées, enfermées, qui finissent par se laisser conquérir par le discours
de ceux qui les ont enlevés, et finalement par aimer leurs ravisseurs et épouser leur discours. Alors parfois, il y a des discours qui peuvent être effectivement convaincants, c'est-à-dire que lorsque un groupe d'extrême gauche va enlever mettons, un héritier ou quelqu'un contre lequel il va demander une rançon et qu'il explique la lutte des classes, l'injustice dans le monde, etc. C'est un discours qui est en grande partie vrai, même s'il n'est pas suffisant pour diagnostiquer la société et surtout pour lui amener une solution. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne nous, aujourd'hui, nous sommes confinés, nous sommes enfermés, nous sommes culpabilisés de l'état du monde, et avec un gouvernement, un gouvernement c'est lui qui nous demande, qui nous oblige à rester enfermés pendant un certain temps. Et il y a le risque donc d'aimer ce confinement, parce qu'il se passe une forme de régression dans cet état-là, cet état psychologique et dans cet état qui est un état oppressif, qui est un état autoritaire, en tout cas on va dire un état autoritaire, et qui le reconnaît très volontiers parce qu'on est dans un état d'urgence, un état de guerre, comme il aime à répéter. Et donc un état de guerre, un état d'urgence, on avait le droit dans le monde grec d'élire un tyran pour un certain temps, qui prenait des décisions d'urgence, et le processus de la démocratie, certes toute relative à une démocratie uniquement masculine de propriétaires, avec beaucoup d'esclaves, tout ça c'était suspendu. Donc on est dans cette situation-là, mais il y a le risque d'aimer cette tyrannie, d'y prendre goût, parce qu'on est infantilisé, comme protégé par un système, puisque dehors c'est le mal, et on trouve des formes de solidarité, de confort, où on est là comme des enfants qui jouent à l'abri des murs quand on ne peut pas sortir. Et il y a vraiment ce risque-là après d'être reconnaissant à ce pouvoir, de nous avoir protégés, et finalement une forme de confort intellectuel, de confort psychologique dans cette régression enfantine, où on nous dit ce qu'on doit faire et ce qu'on ne peut pas faire, où on échappe au monde, et où finalement on est protégé par un pouvoir qui opprime. C'est le système, c'est le propre de toute mafia, ou de tout pouvoir oppressif, que ce soit une mafia de malavite, comme en Italie, ou mafia russe, ou toutes les mafias qui existent, que ce soit le cas d'un pouvoir autoritaire religieux, d'une théocratie avec une partie de la population qui écrase les autres, et qui trouve une forme d'irresponsabilité, de confort, de certitude intellectuelle qui finalement est confortable. Et on voit bien qu'un certain nombre de pays de l'Est ont la nostalgie du communisme ou du tsarisme, c'est-à-dire d'États qui étaient complètement écrasants pour la population, où il n'y avait pas de liberté d'action, où il n'y avait pas de liberté de pensée, où il n'y avait pas de liberté religieuse, mais où quelque part on avait un modèle comme ça, une sorte de rêve à travers un gouvernant qui était de façon légitime, envoyé par Dieu ou perpétuateur d'un ordre divin, puisque l'aristocratie aurait été dite là par droit divin avec le clergé. Et donc il y a vraiment ce risque-là. Et à côté du risque du syndrome de Stockholm, il y a aussi une stratégie que j'appelle la stratégie du choc dans le gouvernement. Alors, la stratégie du choc, c'est un terme qui est utilisé par Naomi Klein, une journaliste, Naomi Klein, ça s'écrit K-L-E-I-N, une journaliste altermondialiste canadienne qui a écrit des livres très intéressants. Et dans ce pavé, la stratégie du choc aux éditions Actes Sud, qui a été ensuite adaptée en documentaire, je ne sais plus par qui, mais avec la voix de Matt Damon, ce qui ne gâche rien, eh bien, elle montre comment, à travers l'histoire, il y a eu des mécanismes de prise de pouvoir par, en particulier, la CIA, les États-Unis, en utilisant des théories psychologiques qui mettaient
les populations entières en état de choc, et dans cet état de choc, on pouvait les reprogrammer, parce qu'il y avait une sorte de blanc mental, et donc on pouvait ensuite mettre une dictature qui était un régime autoritaire avec du libéralisme. Voilà. Alors je vais donner quelques exemples que donne Naomi Klein dans son livre, La stratégie du choc, et qu'on retrouve dans le film. Hein. Il y a le cas par exemple du Chili, avec la junte de Pinochet préparée par les Chicago Boys de la CIA, et leur maître à penser Milton Friedman et Friedrich von Hayek, qui ont été tous deux d'ailleurs prix Nobel d'économie, hein, qui étaient aussi les maîtres à penser de Margaret Thatcher. Alors prix Nobel d'économie, et oui, et pourtant Friedrich von Hayek, qui faisait partie de l'école de Vienne, hein, qui voulait tout transformer en science dans la société, il disait « Je préfère une dictature libérale qu'une démocratie protectionniste ». Voilà donc un peu le genre de personne qu'on peut avoir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au Chili? Il y avait Allende, Salvador Allende, élu par la population, qui commence à faire la réforme agraire, à redistribuer les terres, et derrière, coup d'État de la CIA pour garder le pouvoir. Donc des gens arrêtés, mis dans des stades, torture, pression psychologique, et derrière, on envoie le libéralisme. Voilà. Naomi Klein explique aussi que c'est ce qui s'est passé avec le tremblement de terre à Haïti, où les États-Unis ont profité du tremblement de terre, c'était donc en 2011, où ils ont envoyé directement l'armée, ils ont empêché d'autres ONG comme les Français Médecins Sans Frontières de venir aider la population haïtienne, et derrière ils ont mis un gouvernement qui leur profitait. Voilà, donc là ils ont profité d'une catastrophe naturelle. Mais ce qu'il faut bien comprendre par rapport à la stratégie du choc, c'est que c'est établi sur des travaux psychologiques, psychiatriques, d'un médecin psychiatre qui s'appelait Donald Cameron. Voilà, on est dans les années 30, 40, 50, 60 aux États-Unis, et on n'est absolument pas dans le complotisme ou dans le conspirationnisme. En effet, Donald Cameron, c'est un psychiatre qui a assisté au procès de Nuremberg, qui a fait passer des entretiens aux nazis. D'ailleurs, il a été trompé par Rudolf Hess, qui lui a fait croire qu'il était amnésique. Hein. Et comme ça, bon, ben, du coup, il n'a pas été exécuté. Bon, personnellement, je suis contre la peine de mort. C'était juste pour dire que Donald Cameron avait été trompé par Rudolf Hess. Mais en tout cas, il a beaucoup étudié la psychologie du nazisme, de l'Allemagne. Il a dit qu'il fallait complètement restructurer l'Allemagne au niveau économique pour faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de nazisme dans ce pays qui avait une très forte énergie, un très fort instinct comme ça, guerrier, de domination. Bon. Ça a été un théoricien de la torture aussi, Donald Cameron. Hein. Je rappelle que je parle de celui qui est à l'origine de la stratégie du choc et de l'utilisation de théories psychiatriques pour mettre des coups d'État après avoir mis une population en état de choc. Donc ça a été un théoricien de la torture. Hein. Il a beaucoup expliqué comment torturer les gens pour les mettre dans un certain état et leur faire dire ce qu'on voulait. Et puis, il a donc été aussi un théoricien du fait qu'il fallait protéger la société contre les malades mentaux et contre les faibles. Hein, et la société devait être faite contre les forts, et que donc les faibles et les malades mentaux étaient comme des malades dont il fallait protéger la société. Et on arrive à la stratégie du choc et à ce qui concerne la France, au pouvoir de la finance, de l'ultralibéralisme, d'une dictature à la fois économique et scientifique. On arrive à la collaboration de Donald Cameron, donc ce psychiatre américain né en Écosse, avec la CIA. Donc Donald Cameron, c'était un grand expérimentateur. Il avait fait des choses terribles avec ses patients sans leur autorisation, sans leur consentement, même sans qu'ils s'en rendent compte, en testant des tas de choses sur eux. Et il a aussi fait beaucoup d'expérimentations sur des choses avec des enfants. Voilà. Bon, ça c'est des choses qui sont établies. Alors, pour
pour revenir à sa collaboration avec la CIA, donc à travers ses travaux en psychiatrie, supervisés par le gouvernement et intéressant le gouvernement, en collaborant avec le gouvernement américain, eh bien Donald Cameron était arrivé à travers la privation sensorielle, privation de sommeil, un certain nombre d'autres techniques, peut-être les électrochocs, mais bon, je ne suis pas sûr. En tout cas, à travers un certain nombre de techniques, dont la privation de sommeil, la privation sensorielle, etc., Donald Cameron était arrivé à mettre ses patients en état de choc, c'est-à-dire qu'il créait un état de blanc psychologique où il pouvait reprogrammer leur esprit et les amener en fait à changer de personnalité en fait. Bon. Et pas forcément pour leur bien, puisqu'on voit bien ce que Donald Cameron a fait et sa façon de diviser la société entre les malades et les faibles d'un côté et les forts de l'autre. Donc il est dans cette idée un peu de fatalisme et d'une forme de prédestination. Non, les travaux de Donald Cameron, ils étaient utilisés ensuite ils ont été utilisés ensuite pour programmer des populations entières après les avoir mis en état de choc à travers un coup d'État, l'instauration d'une dictature ou en profitant d'une catastrophe naturelle. Voilà. Et donc je dis attention, attention, parce que cette panique, cette phobie, cette psychose collective que le gouvernement français, avec à sa tête des gens à très haut niveau de la finance, du lobby nucléaire, puisque je rappelle que quand même le Premier ministre Édouard Philippe a vendu des centrales nucléaires partout dans le monde, hein, donc il a quand même piégé le monde au niveau de l'industrie nucléaire en mettant des bombes à retardement partout. Et Emmanuel Macron a fait partie de la banque Rothschild en disant en être fier, alors que Rothschild c'est quand même la banque qui, à travers Pompidou, quand il est devenu président, Pompidou a endetté la France et ensuite lui dicte son comportement. Emmanuel Macron, c'est aussi celui qui a vendu une partie de la défense française, Alstom, à General Electric aux États-Unis, donc il n'a aucun sens patriotique. Hein. Et donc pourtant il était déjà dans le gouvernement français en 2014, hein, après avoir fait partie de Rothschild. On se demande ce qu'il faisait là, mais en tout cas, ce qu'il a fait, il n'a pas fait pour la France ni pour le bien de la population. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va défendre la population française, quand on voit qu'il va vendre sa défense aux États-Unis. À moins qu'il pense que les États-Unis sont les grands défenseurs du monde, mais on a bien vu que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec les États-Unis, eh bien, il est en grand danger. Et le gouvernement américain ne prend pas soin de sa population. On le sait très bien, quand on voit la sécurité sociale, quand on voit le système universitaire, quand on voit la malbouffe, quand on voit la criminalité, on voit bien que le gouvernement américain, le système américain ne prend absolument pas soin de sa population. Et donc il ne faut surtout pas aller vers ce modèle-là, même s'il y a des côtés que j'adore aux États-Unis. Voilà. Mais pas dans le gouvernement américain, et mes amis américains sont d'accord avec moi. Surtout ce gouvernement-là. Alors, voilà un petit peu ce risque qu'il y a d'être dans un état psychologique de choc à cause de cela, et dans cette situation de confinement, de privation de contact, etc., de nous reprogrammer. Voilà. Mais heureusement, bon, la France est un peuple de râleurs, de contestataires, parfois de révolutionnaires, et c'est pour ça que le monde entier aussi regarde ce qui se passe ici, et que des présidents comme Sarkozy ou Macron veulent en finir avec l'exception française, ou avec ces Gaulois, hein, qu'on méprise mais qu'on craint à la fois. Voilà, parce qu'effectivement on a fait plusieurs révolutions, et c'est parce que on est aussi comme ça que eh bien, la France est aussi aimée dans le monde, bien qu'on soit un petit peu trop fiers de nous par certains côtés. Alors, je parlais des États-Unis, je parlais du capitalisme, et là je vais citer un auteur italien, Pier Paolo Pasolini, bon, qui n'était pas quelqu'un de simple, hein, et loin d'être quelqu'un d'irréprochable, mais il a dit quelque chose qui est très vrai, c'est que le véritable fascisme, un des véritables fascismes en tout cas, c'est la société de consommation. Il l'a mis en image avec des films bon, que j'ai préféré ne pas voir, hein, pour ne pas être choqué, hein. C'est entre autres
les 120 journées de Sodome et Gomorrhe, mais en tout cas c'était intéressant parce que Pasolini disait aux intellectuels italiens, mais vous êtes toujours là à vous battre contre le fascisme qui n'existe plus en Italie, sans vous rendre compte dans les années 60 et 70 que le véritable fascisme aujourd'hui, c'est la société de consommation. Et d'ailleurs, l'Italie des années 60 et 70, en particulier les années 70, dans les années de plomb, était sous la coupe à la fois de la démocratie chrétienne, de la CIA avec le groupe Gladio, de la loge P2 et du Vatican. Voilà. Donc, et ça, c'était là pour qu'il n'y ait pas de véritable démocratie en Italie, soi-disant pour le défendre du communisme. Alors, moi, je ne suis pas un communiste, hein, et je me fie beaucoup du marxisme, même s'il y a des analyses qui sont bonnes. Mais en tout cas, Pasolini, il savait ce qu'il disait quand il disait que le véritable fascisme, aujourd'hui, c'était le capitalisme et la société de consommation. Et il le démontrait, en fait, parce que le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà. Sachant que la dictature du prolétariat n'est pas non plus sa solution. Et Pasolini, il s'était opposé à l'idée de réhabiliter Sade, parce qu'en fait, curieusement, hein, dans les années 60-70, on cherchait à réhabiliter Sade en faisant le défenseur des libertés individuelles. Hein, il est interdit d'interdire, slogan de mai 68, et Sade, on en faisait une victime d'un système oppressif. Et encore aujourd'hui, on a des relents de ça avec le philosophe, entre guillemets, le pseudo-philosophe Raphaël Enthoven, qui pourtant a son poste réservé sur Arte, hein, et qui a chanté La gloire de Sade sur France Culture, alors que Sade, eh bien, c'est tout simplement un aristocrate prédateur qui a tué, qui a violé des petites paysannes et qui a écrit des choses absolument terribles. Et Sade disait, moi, c'est la nature qui me pousse à faire ça, donc j'épouse la nature, et c'est la nature qui me demande d'être ça, donc c'est bien. Donc on voit comment le capitalisme et l'anarcho-capitalisme qui dit il est interdit d'interdire rejoint complètement le fascisme et l'ancien régime, avec les plus grands prédateurs protégés par leur force physique, par l'argent, par les armes, eh bien, profitent physiquement de tous ceux qui sont en dessous d'eux. Voilà. Et toujours par rapport à Raphaël Enthoven, hein, défenseur de Sade, comme un certain nombre d'autres intellectuels encore aujourd'hui qui cherchent à le transformer en victime, eh bien, je me rappelle qu'il avait traité Arnaud Montebourg de national-socialiste, puisque Montebourg était socialiste, et qu'il appelait à la renationalisation. Donc on voit comment ces intellectuels sophistes, en manipulant les mots et en mettant le grand danger, le grand monstre du national-socialisme, manipulent et disent qu'un homme politique, hein, avec lequel je partage pas beaucoup de choses, mais avec lequel je partage la nécessité qu'il y ait une souveraineté quand même de la population française si on est en démocratie, parce que sinon on n'est pas en démocratie et la possibilité de continuer à travailler en France, bien voilà, Raphaël Enthoven traite Arnaud Montebourg de national-socialiste parce qu'il fait partie du Parti socialiste et parce que, eh bien, il veut défendre l'intérêt national, c'est-à-dire de la population, simplement, de la nation. Voilà. Et derrière, il avait déclaré ça donc à France Culture Papier, il disait « c'est surtout pas par l'État que doivent venir les solutions aux problèmes de la nation ». Donc autrement dit, c'est pas par la souveraineté populaire. Voilà, donc c'est extrêmement grave. Et donc on continue sur ce que j'expliquais dans la vidéo précédente, à savoir qu'aujourd'hui, il y a une inversion du processus de la culpabilité, c'est-à-dire qu'on victimise le bourreau, et Sade en est l'archétype, et on va culpabiliser la victime ou l'innocent. Et le peuple, donc, c'est toujours aujourd'hui le responsable. Et on voit bien, hein, dans cette idée qu'on répète souvent dans les médias, attention, le fascisme commence par les classes moyennes. C'est-à-dire quand les classes moyennes ont des problèmes financiers à cause du contexte économique, ou parce qu'il y a eu une guerre, etc., eh bien, le fascisme va naître à l'intérieur des classes moyennes. Donc en fait, on va culpabiliser les classes moyennes,
alors qu'elles sont victimes de guerres et de crises qu'elles n'ont pas déclenchées. Et au contraire, il va y avoir une immunité en haut lieu, immunité parlementaire ou immunité des grands patrons, des grands dirigeants, des grands prédateurs du monde, et puis impunité en bas pour les criminels, pour ceux qui rendent la vie impossible au quotidien, dans la vie quotidienne. Et entre cette immunité en haut et cette impunité en bas, eh bien, il y a la classe moyenne qui est prise entre deux feux et qu'on va culpabiliser en disant « c'est vous qui risquez de nous amener le fascisme ». Et du coup, c'est extrêmement manipulateur, c'est extrêmement habile, hein, mais c'est complètement faux au niveau historique, parce que quand on étudie l'histoire des guerres, hein, on se rend compte que ce sont des impérialismes qui viennent de chefs d'État que personne n'a voulu, comme Napoléon III par exemple, hein. Enfin, que personne n'a voulu. Napoléon III, il a été plébiscité, mais parce qu'il a manipulé l'opinion, évidemment en se faisant prendre pour le sauveur, hein, et il a été financé par la grande finance anglaise, et ensuite il a mis le Second Empire en France en pourchassant la liberté d'expression, en exilant Victor Hugo, en mettant fin à la Seconde République et en mettant la grande bourgeoisie au pouvoir. Et il a entraîné la France dans une politique coloniale. Il y a eu l'opposition entre Napoléon III et Bismarck, 1870, première guerre franco-prussienne, franco-allemande. Revanche en 1914-1918, là c'est comme des ondes de choc, une petite guerre entre deux États. Ensuite, une première guerre mondiale à nouveau provoquée par les impérialismes français et allemands, hein, avec l'Angleterre et puis les autres. Et puis ensuite, après ces millions de morts, après ces millions de personnes endeuillées, cette misère, ces amputés, les crises des années 20, 1922, 1929, et dans cet état de choc justement des populations, de traumatisme avec des morts, de la misère, de la famine, eh bien, des peuples qui sont rendus fous et fanatisés par des personnes qui vont récupérer cette situation terrible où ils les ont mis, des gouvernants et des financiers, puisqu'une guerre, ça n'existe pas s'il n'y a pas des banquiers. Et on sait qu'en 1917, les États n'avaient plus de quoi continuer la guerre, mais les banquiers ont toujours financé les guerres. Donc quand on dit, oui, accuser la finance, c'est fasciste, etc., comment ça? Mais il n'y a pas de grand crime contre l'humanité sans criminels financiers. Sinon tout ça, ça s'arrêterait. Voilà. Donc aujourd'hui, le pire crime, eh bien, c'est critiquer la finance, alors que eh bien, c'est eux qui sont complices des plus grands crimes contre l'humanité en finançant les marchands d'armes et les États avec les gouvernements et ceux qui les soutiennent. Et alors, bon, la finance, hein, ils ont financé toutes sortes de dictatures. L'argent, c'est le nerf de la guerre, on le sait, que ce soit des dictatures capitalistes, que ce soit des dictatures communistes, que ce soit des dictatures fascistes, que ce soit des dictatures religieuses, communautaristes ou tribales, hein, eh bien, les financiers s'entendent toujours pour donner de l'argent à ceux qui en ont besoin. On le voit bien aujourd'hui, la façon dont l'Arabie Saoudite est financée pour bombarder le pauvre Yémen. Donc en fait, il faut connaître un petit peu l'histoire, et c'est assez extraordinaire comment les journalistes connaissent peu l'histoire ou font semblant de l'ignorer pour garder leur place et surtout ne pas avoir de problèmes et pouvoir continuer tranquillement leur carrière au détriment des populations entières. Et aujourd'hui, on se trouve dans une forme de dictature financière qui est celle, eh bien, non seulement de la mondialisation, mais de l'Europe. On va le voir tout de suite, comment le marché commun, finalement, aujourd'hui on dit l'Europe, hein, mais à la base c'est le marché commun, finalement, c'est à la fois une forme de dictature du marché et commun comme communisme, la parfaite synthèse entre les deux blocs de la guerre froide.